t'as top deck, t'as eu trop de chance, j'ai brick, j'ai rien pu faire de la game de toute façon. Ce genre de phrases que vous entendez sûrement régulièrement en tournoi, et qui m'ont fait me poser pas mal de questions. Est-ce que Yu-Gi-Oh est vraiment un jeu RNG? Alors indirectement oui, la main de départ, ainsi que les match-ups seront indirectement liés au hasard, et ce quoi qu'il arrive. C'est fini Yugi, tu n'as aucune chance de me vaincre. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Oh, va te faire foutre. La RNG est innée et fait partie intégrante du jeu, et c'est totalement assumé, autant dans l'animé que dans les fondamentaux même de Yu-Gi-Oh! Mais déjà la RNG c'est quoi? Pour faire simple, la RNG ou Random Number Generator, Can you speak in English? Thank you. c'est la chance, le hasard ou le côté qu'on ne peut pas maîtriser dans un jeu. Le simple fait de lancer un dé, c'est de la RNG par exemple. Et pour certaines personnes, Yu-Gi-Oh est un simple jeu de hasard. Mais quand on se met à creuser un peu plus, on se rend compte que la chance, bien que présente, elle peut être maîtrisée. Ou plutôt, on peut faire en sorte de la mettre au maximum de son côté, lors d'un événement ou un tournoi. Et ce, de bien des manières. Ce n'est pas pour rien que ce sont toujours les mêmes joueurs qui s'en sortent le mieux. Cela prouve que le joueur a la mise avant tout lors d'une partie. Si vous voulez mon avis, la chance ne prend que 20% lors d'un tournoi. Et encore, tout le reste est lié uniquement au joueur, ses choix dans la partie et ses compétences, que ce soit sa gestion du stress ou de son endurance mentale. Déjà pour commencer, si vous avez une liste qui est préparée à un minimum pour un tournoi et avez fait un peu de méta-call, ou que vous jouez tout simplement un deck méta, les chances seront bien plus de votre côté. Vous aurez soit des cartes fortes contre le deck du moment, ou des situations de 50-50 lors des matchs miroirs, ce qui fera que ce seront vos décisions qui influeront la partie. La gestion du temps peut aussi jouer. Lorsque vous aurez des match-ups horribles, il faut savoir prendre son temps et garder son calme pour arracher une draw, voire une victoire lorsque c'est possible. D'ailleurs, quand j'ai commencé le jeu, je n'aimais pas du tout la règle du time. J'active Diffusion. Oh, excuse-moi, où sont donc passées mes manières? Tu veux que j'explicite l'effet de ma carte? Inutile, je connais l'effet. T'es sûr? T'as peut-être besoin qu'on te rafraîchisse la mémoire? Non, je joue à ce jeu depuis un moment, je connais l'effet de toutes les cartes. Ok, mais seulement si t'en es absolument certain. Je suis sûr à 100%. Diffusion me permet de Mais cibler ferme ta un gueule. monstre de fusion Ta sur gueule. le terrain, Ta de gueule, j'ai renvoyer la dit. cible à l'extra Nom de deck. Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. Je la trouvais injuste et stupide. Pour moi, elle donnait des victoires pas méritées, et des défaites où on ne peut juste rien faire, et on doit juste laisser l'adversaire nous burn bêtement. Mais avec le temps et beaucoup de réflexion, j'ai commencé à l'accepter, voire même l'apprécier, car elle rend le côté humain encore plus prononcé dans le jeu. Savoir accélérer quand on est dans une situation compliquée, et ralentir le jeu lorsque l'on perd est primordial, et demande pas mal d'expérience dans le jeu. Beaucoup de gens l'oublient, mais ce genre de règle fait partie intégrante de Yu-Gi-Oh! Et il faut savoir les maîtriser, si l'on a pour objectif de devenir un jour un grand joueur. Le siding pattern est aussi super important. Quelle carte rentrer ou enlever de son side pour détruire son vis-à-vis, sans pour autant briser ses ratios, et brick bêtement. La gestion des interactions est aussi un des points fondamentaux du jeu, et pour moi, la chose la plus importante et intéressante dans Yu-Gi-Oh! Quoi negate? Quelle carte détruire? Jouer autour de quelle entrap? Toutes ces mécaniques et réflexions qu'il faut savoir par cœur et qui feront la différence entre un duelliste moyen et un excellent joueur. Et comme je l'ai dit plus tôt, l'endurance mentale est extrêmement importante. C'est ce qui fera que votre concentration sera toujours la même de la ronde 1 à la 12e. Il n'est pas rare de voir de très bons joueurs en top cut ou en dernière ronde faire d'énormes erreurs que certains trouvent inacceptables, et de les voir se faire juger par des joueurs qui n'ont jamais atteint le score de la personne qu'ils critiquent, comme ce jour où ce joueur a activé sa magie dans la colonne d'infini éphémère 2 fois dans le même duel. We do have a list of pretty much the most played cards of the weekend, and spoiler alert, the #1 spot is not Mystic Mine, instead it is Cosmic Cyclone. Tout cela est dû à une accumulation. La fatigue et le stress sont multipliés en fin de journée, surtout lorsqu'on est très proche d'atteindre un objectif que l'on s'était fixé. Quand on sort de 12 rondes, on est épuisé, et la moindre réflexion nous fatigue encore plus. Surtout quand la veille on n'a pas beaucoup dormi parce qu'on pensait à son tournoi, et à de potentiels changements de dernière minute pour sa liste. Tous ces aspects du jeu font qu'au final la chance n'est pas si présente dans celui-ci. Par moments vous aurez certes des victoires gratuites, et parfois des défaites où vous ne pourrez littéralement rien faire, et ce sera frustrant, ça je peux le comprendre. Mais si les défaites dans le genre arrivent trop souvent, cela signifie tout simplement que votre liste n'est pas optimisée, ou alors que votre side est mauvais, ou c'est juste votre gestion du temps pendant les parties. Et du coup, cela revient à ce qu'on disait, ce sont vos choix et non la chance qui vous donneront votre résultat final. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour rien que ce sont toujours les mêmes joueurs qui topent lors des gros événements. Et je suis persuadé que si l'on refait votre dernier tournoi et qu'on l'analyse du début à la fin, on se rendra compte qu'il y a eu plusieurs erreurs de votre part, ou des défaites évitables. Des victoires au temps étaient aussi peut-être envisageables, un mauvais siding de votre part par moment, ou juste un mauvais choix pendant la partie. Et tous ces facteurs n'ont rien à voir avec la chance. Je pense surtout que la chance sert d'excuse aux gens jouant des decks autopilote, pour éviter d'assumer avoir mal joué, ou par honte d'avoir fait un mauvais résultat. Personnellement, à chaque fois que je fais un tournoi, j'essaye de voir quel game j'aurais pu mieux jouer, ou à quel moment j'aurais pu faire différents choix. Et très souvent, voire tout le temps, en tout cas pour moi,
Chacun de mes tournois aurait pu être totalement différent, et les tops toujours accessibles en jouant mieux, sachant que je ne joue même pas de métadeck. Et si ce n'est pas le cas malgré toute cette réflexion sur votre tournoi et que vous pensez avoir été vraiment parfait, eh bien ça signifie que votre liste n'est tout simplement pas adaptée, ou qu'il y a eu une mauvaise préparation à votre tournoi. Le stress peut aussi jouer face à des situations peu ordinaires, mais encore une fois ce n'est pas lié à la chance. J'en ai déjà vu certains accuser des gros joueurs de tricherie, ou de stacking, mais moi je pense qu'ils maîtrisent juste chacun des points que j'ai cités juste avant. Lorsqu'un excellent joueur a une situation compliquée, il se débrouillera toujours pour prendre l'ascendance si c'est possible. Arracher une draw ou une victoire au temps, même quand la situation paraît ingagnable. Le fait de lancer le dé au début de partie peut aussi être un argument liant le jeu à la chance, mais pour moi un vrai joueur doit être capable de commencer ou de partir second. Sinon cela fait signe qu'il n'est juste pas préparé. Il faut une stratégie pour gérer un minimum toutes les situations possibles, et le fait de perdre la plupart de ses lancers de dés ne constitue en rien une excuse à un résultat. Mais attention, je ne dis pas non plus que Brick n'arrive jamais, et que avoir des adversaires avec des mains goldées n'arrive qu'une fois sur 10. Pour vous dire, lors de mon dernier tournoi, j'ai affronté un deck reptile à 60 cartes, qui m'a draw and lockbird 2 fois d'affilée, tandis que moi avec mon deck à 40 cartes, je n'ai rien touché de mon side. Si je vous dis tout ça, c'est surtout pour vous démontrer que le jeu demande bien plus de skill que de chance, et je trouve ça vraiment réducteur de le voir comme un jeu RNG. L'humain a bien plus d'impact dans Yu-Gi-Oh! Et c'est aussi ça qui en fait un jeu que j'adore. Yu-Gi-Oh! Est un jeu de cartes où la chance est présente, mais ne te fera jamais faire un mauvais tournoi, ou alors extrêmement rarement. Après forcément, comme je l'ai dit plus tôt, elle fait quand même partie intégrante de la plupart des TCG, et elle est bien sûr présente dans Yu-Gi-Oh! Il faudrait être fou pour le nier, certaines games seront beaucoup plus dures que d'autres, et la brique existe aussi. Mais aujourd'hui le jeu a tellement évolué, avec les nouvelles cartes, les nouvelles façons de jouer, que ça en fait que Yu-Gi-Oh! Devient un jeu très technique, entre les règles de tournoi, la lecture de son adversaire et la gestion des interactions, qu'il en devient impossible pour moi de pointer du doigt le hasard à chaque défaite. Malgré tout ce que j'ai pu dire, la chance est bien sûr présente dans le jeu, mais je pense quand même qu'elle ne fait pas l'unanimité face au reste dans la compétition. Et c'est au joueur de se dépasser lorsqu'elle n'est pas présente, en compensant avec son skill lors des situations difficiles. Et c'est lors de ces moments critiques que l'on voit les plus belles victoires dans Yu-Gi-Oh! En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, liker et partager. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je lis et je réponds évidemment à tout le monde. Surtout que c'est un sujet qui tend à faire beaucoup de débats. Moi je vous dis à la prochaine et je vous souhaite une bonne soirée.